Bon, je vais continuer à essayer de vous parler de la psychose, toujours si possible sans idées préconçues, bien que je conçois des idées depuis 40 ans que je bosse sur le sujet. Donc avec cette idée préconçue que finalement le psychotique n'existe pas. Il y a de la psychose. Comment le définir, ce mot psychose, ça reste pour moi une difficulté. Alors, un petit exemple d'abord, que je trouve fort bien vu, c'est dans le film Voyez comme on danse de Michel Blanc. Et puis dans la rue, il a l'impression que quelqu'un tourne autour de sa voiture, et puis ainsi de suite, quoi. Donc il a l'impression d'être regardé, espionné. J'ai rencontré des tas de gens comme ça dans le courant de ma carrière. C'est très très fréquent. Eh bien, pourquoi Michel Blanc a très bien vu le truc. Je ne sais pas s'il a étudié la psy ou s'il s'est renseigné auprès de psychanalystes. Bref, le film est un film comique. Donc le personnage joué par Jean-Paul Rouve ne veut pas entendre parler de psy, évidemment, bien que tout le monde trouve son comportement un peu étrange. Et puis finalement, comme il est très très angoissé par ce fait d'être suivi partout, il demande à son fils qui lui a parlé d'un de ses copains qui est en dernière année de psycho. Alors là, le copain qui est en dernière année de psycho, il veut bien aller le voir. Alors, au début, c'est juste une sensation bizarre, vous voyez, l'impression que quelqu'un vous observe, vous voyez. Non, dites. La sensation d'être observé, quoi. Continuez. Et puis il y a ces bruits de pas derrière moi, là. Et quand je me retourne, je vois jamais personne. Et puis? En voiture aussi. J'ai l'impression que quelqu'un m'en veut. Et vous? Moi, quoi? Vous vous en voulez? Non. Enfin, oui. Dites. Je trompe pas femme. Ça reste entre nous, hein. Secret médical, évidemment. Ah oui, bien sûr. Vous pensez que j'invente tout ça par culpabilité? C'est vous qui le dites. Le type qui me hait, c'est moi, c'est ça. Je vais réfléchir. Bon. Je vous dois quelque chose? 200 €. Ah oui, quand même. Alors ça fait partie de la thérapie. Vous êtes obligé de repasser? Non, je file juste un coup de main à Alex. Il est mal en ce moment. Oui, je sais, oui. Bon, ben, je vais à la billetterie. Mais laissez-moi votre veste, elle s'est chiffonnée sur le lit. Je vais lui donner un coup de fer. C'est combien? Ah non, le repassage c'est pour moi. Attendez, vous êtes le père d'Alex. Ben voilà, tout simple. Je crois que c'est comme ça que le plus souvent ça s'explique, même s'il faut toujours se garder de faire des généralités, et dans chaque cas, faire comme cet apprenti psy qui fait très bien son boulot, c'est-à-dire attendre que la personne elle-même donne une explication, au besoin, en posant une petite question qui aide, comme là il a posé la bonne question, vous pensez avoir fait quelque chose de mal? Voilà. Voilà. Voilà peut-être quelque chose qui pourrait nous parler de psychose. À savoir, moi dans mes rêves, j'ai souvent mon surmoi qui est mis en scène. Et bien là, le surmoi est mis en scène. Le surmoi, je rappelle, c'est cette partie du moi qui représente la conscience morale,
Là, la conscience morale, j'ai fait quelque chose de mal, mais comme je ne veux pas penser que j'ai fait quelque chose de mal, je la refoule à l'extérieur de moi-même. Elle revient de l'extérieur. Un peu comme le Jiminy Cricket de Pinocchio. Sa conscience morale est à l'extérieur. Donc, moi, je la refoule, ça revient dans mes rêves. Certaines personnes le refoulent à l'extérieur. Et bon, comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, c'est là la grosse erreur de Lacan et des lacaniens, c'est de penser que c'est forclos du symbolique et donc que ça revient dans le réel. Alors que là, on voit bien que le surmoi est parfaitement symbolisé et il revient dans la réalité, c'est-à-dire dans l'extérieur du corps. La vraie limite, différence, c'est je refoule dans l'intérieur ou je refoule dans l'extérieur. Et moi, comme tout le monde, je refoule aussi dans l'extérieur quand je me dis mais qu'est-ce que vont penser les gens ? Quand je prépare super bien ma thèse parce que je me dis que le jury de thèse va me juger. C'est dans ce sens-là qu'il y a aussi cet effet du surmoi que je situe dans un extérieur. Je ne vais pas non plus m'habiller en clochard parce que mon surmoi va dire non mais les gens vont penser de toi que tu es un clochard. Donc il y a aussi dans ce que les gens pensent, ce que le jury va penser. J'ai fait un rêve il n'y a pas tellement longtemps où je devais passer un examen. C'était un examen de littérature. Et j'avais déjà écrit 3-4 pages. Et j'attendais la fin, parce que je voyais les autres qui continuaient à gratter, mais moi je pensais que j'en avais suffisamment envie. Et tout d'un coup, en voyant le temps passer, je me disais, je devrais quand même en ajouter un peu. J'ai pas tout dit, j'ai pas tout bien expliqué. Mais j'avais plus de papier. Alors je cherchais du papier. J'avais des feuilles qui ressemblaient à celles-ci, mes feuilles de brouillon, c'est-à-dire que je conserve des lettres qu'on m'a envoyées, voilà, pour faire écologique, le derrière est propre, donc je m'en sers comme brouillon. Sauf que dans mon rêve, je ne trouvais des feuilles comme ça que tachées de l'autre côté, tachées ou avec un gribouillis, quelque chose. Donc ça ne pouvait pas faire propre pour l'examen. Et il est là le surmoi, ça ne faisait pas propre. J'ai l'impression qu'il y a une tache. Et dans mon rêve qui est à l'intérieur, je situe le surmoi à l'extérieur, l'examinateur. Donc il y a vraiment une continuité. Sauf que j'en rêve, c'est tout. Alors, ce que j'ai interprété de plus de cette histoire, c'est que la feuille tachée m'empêche d'écrire, et c'est donc une expression là du réel. Le réel, je ne peux pas en parler. Il y a quelque chose que je voudrais dire, dont je pense que je ne l'ai pas dit, mais ce n'est pas refoulé comme est refoulée l'entité sur moi, ou l'entité ça. L'entité ça, c'est-à-dire mes pulsions meurtrières, mes pulsions sexuelles. C'est le surmoi qui aide justement à refouler ces pulsions, parce qu'on ne peut pas tuer le voisin au prétexte qu'il a fait un peu de bruit, par exemple. Heureusement qu'on a un surmoi, et ce surmoi, lui aussi, est en partie refoulé. Et donc, si ma feuille de papier présente une tâche, même si cette tâche ne veut rien dire, c'est une tâche. C'est-à-dire, je l'interprète, cette tâche est hors symbolique, mais je l'interprète dans le symbolique comme quelque chose qui n'est pas propre, qui est donc le fruit d'une faute que j'aurais fait. On pourrait penser que c'est moi qui ai fait la tâche. On pourrait penser. C'est là où c'est symbolique. Le surmoi est parfaitement symbolique. Donc, et comme dit Lacan et les lacaniens, ce n'est pas hors symbolique toutes ces histoires. C'est juste refoulé, soit dedans, soit dehors, soit dans un mix des deux. Chez beaucoup de gens, il y a un mix des deux. Comme je l'ai dit dans mon rêve, c'est à l'intérieur de moi,
Mais dans mon rêve lui-même, c'est à l'extérieur, c'est l'examinateur. Je rajoute encore un petit mot sur le réel. Le réel dont je parle est évidemment, c'est le refoulé originaire de Freud. C'est-à-dire que ça n'a pas été dans la conscience ou dans le symbolique, puis refoulé ensuite, hors symbolique, hors de la conscience. Non, ça n'y a jamais été. Hein. C'est ce qui se tient au bord du réel qui est symbolisé et qui revient sous cette forme d'un jugement. Donc, je pourrais donner comme définition de la psychose, mais autant chez moi que chez les autres, le fait de rejeter un jugement à l'extérieur. Ce n'est pas que ça, mais ça peut être ça. Je peux le garder pour l'instant comme définition provisoire, en attendant d'avoir trouvé mieux. C'est là où on nous reproche du côté des antipsychanalystes de ne pas être scientifique. Là, je suis dans la méthode scientifique, j'examine des faits, un film, un rêve, et j'en tire une conclusion tout à fait provisoire, jusqu'à preuve du contraire. C'est l'attitude scientifique. Voilà. Alors, je voudrais, puisque j'évoque Lacan et les lacaniens, je voudrais à présent vous parler de la psychose ordinaire. Parce que, pour Lacan, il est resté psychiatre, hein, donc il a cherché toute sa vie le critère qui lui permettrait de définir clairement la psychose de la névrose, il l'a trouvé, forclusion du nom du père. Forclusion, terme juridique, c'est-à-dire que l'affaire n'est pas admise. Elle n'est pas admise où? Dans le symbolique. Parce que le symbolique, en juridique, c'est le jugement. Si on n'accepte même pas l'affaire, on n'ouvre même pas le dossier, c'est forclos. Hein? La date est passée ou quelque chose empêche que le document soit examiné, que le jugement puisse se tenir. Donc pour Lacan, c'est forclos ou c'est pas forclos. Il y a le nom du père, où il est forclos, c'est-à-dire le père ne joue plus son rôle d'intermédiaire entre la mère et l'enfant. D'où la psychose, selon lui. Comme je l'ai fait remarquer dans la vidéo où je reprenais un élément de ma thèse, un cas que j'avais analysé dans ma thèse, il y a du père à tire-larigot, et du père qui a une influence, et qui est donc parfaitement symbolisé, puisque c'est symbolisé par des paroles, des souvenirs, dont l'Abdel dont je parlais pouvait me parler. Donc c'est autre chose qui est en jeu. Encore que, peut-on raisonner sur un cas? Non, je vais continuer à raisonner, et je reviendrai sur ma thèse dans les épisodes suivants. Pour l'instant, j'ai dit que je voulais parler de Lacan et de sa conception de la psychose. Il y a un critère radical, le nom du père, forclos ou pas. C'est assez étonnant, cependant, pour quelqu'un qui a passé sa vie à promouvoir le signifiant. Le signifiant représente un sujet pour un autre signifiant, telle est sa définition, que j'ai déjà critiquée au sens où elle ne veut pas dire grand-chose, puisque c'est une définition autosuffisante, le signifiant renvoie à un signifiant. C'est étonnant que ils reviennent à un critère qui soit de l'ordre du signe. Parce que finalement, c'est ça. On cherche le signe de la forclusion chez un tel ou un tel. Alors, il manque un signifiant, le signifiant du nom du père. C'est comme si on cherchait un signifiant, mais en fait on le ravale à sa notion de signe, comme en médecine, comme en psychiatrie. En médecine, on cherche le signe d'une maladie, une fièvre, une rougeur, une tumeur, un scanner, tout ce qu'on peut trouver qui fait signe, qui va signer la maladie. Tel signe égale telle maladie, ou tel faisceau de signes égale telle maladie. Ben là, voilà, forclusion du nom du père égale psychose.
Et il a la même notion que les psychiatres qui disent la psychose, c'est à vie. On n'en sort pas. C'est une structure. On ne change pas de structure. Ma contrôleuse lacanienne me l'avait dit un jour sur un ton extrêmement autoritaire. Quand je lui ai dit qu'un de mes 10 autistes s'était mis à parler, non, on ne change pas de structure. Ah bon, un type qui parle et qui se met à parler, ça ouais, bon. C'est la notion même de structure qu'il faut critiquer. C'est ce que je suis en train de faire, en montrant la continuité qu'il y a entre un délire mis à l'extérieur et un rêve mis à l'extérieur mais à l'intérieur. Alors, les successeurs de Lacan se sont aperçus que ça ne tenait pas, notamment Jacques-Alain Miller. Et c'est repris par toute la foule des gens qui adhèrent à l'école de la cause. Jacques-Alain Miller invente la psychose ordinaire pour, justement, rendre compte de tous ces cas où on ne sait pas trop si le père il est fort clos ou pas fort clos. Les signes sont loin d'être évidents, et ça c'est ce que j'ai constaté dans toute ma carrière. Cette difficulté qu'il y avait à dire si psychose ou pas. Ce qui fait que, je l'ai déjà dit, j'avais dans mon premier poste consulté tous les dossiers de tous les malades et m'étais aperçu qu'ils étaient passés à peu près tous par à peu près tous les diagnostics. Alors, mais on nous dit, ça c'est les psychiatres, les psychanalystes, ils sont beaucoup plus forts, ils ont des outils pour mieux comprendre et pour mieux faire le diagnostic. Et c'est dans cet esprit-là que Jacques-Alain Miller invente la psychose ordinaire. Psychose pas déclenchée, mais qu'on peut repérer par un faisceau précis de 5 critères. Et là, on est vraiment dans le monde de la psychiatrie, de la médecine. On cherche les traits. Les traits, pour un observateur extérieur, on cherche les traits de cette soi-disant psychose. Alors les traits sont les suivants. Des phénomènes corporels, style différentes formes d'automutilation, allant de l'émasculation à des choses qui sont, dirais-je, métaphoriques de l'émasculation, c'est-à-dire s'enlever les cils, s'enlever des poils, fatigue intense, sensation de vide, voilà, plainte ritournelle qui ne cède pas, changement morphologique, idée de changement morphologique plus exactement. Voilà, ça c'est les premiers critères des phénomènes corporels. Deuxième, des troubles du langage et de l'énonciation. Par exemple, quelqu'un qui dit je me débat avec quelque chose, je ne sais pas avec quoi. Au moment de parler, je ne suis plus sûr de rien. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je me force à dire quelque chose. Ce que je dis n'est pas complet, alors pourquoi le dire ? Alors certains qui ont entendu ma vidéo sur mon ami Abdel reconnaîtront la difficulté qu'il avait à certains moments de dire quelque chose. Donc, premier critère, les phénomènes corporels. Deuxième critère, les troubles du langage dans cette difficulté à cerner une signification, à signifier. Troisièmement, prégnance de phénomènes imaginaires. Alors, je n'ose plus me regarder dans la glace, je ne vois plus telle partie de mon corps dans la glace, etc. Et d'une manière générale, disent-ils toujours, primauté du registre imaginaire. Ce qui pour moi ne tient pas du tout, puisqu'il n'y a pas d'imaginaire sans symbolique. Et c'est pas une question de quantité de l'un par rapport à l'autre. Ça, ils en restent à une conception de l'imaginaire et du symbolique comme deux étoffes, deux entités, deux matières qui existent côte à côte, comme deux boîtes à chaussures dans laquelle on peut ranger des choses. Et on aurait une boîte plus grande que l'autre, l'imaginaire. Ça ne tient absolument pas à l'examen des faits. Mais bon, j'en étais au 4e critère, j'examine leur façon de raisonner. Alors, le 5e, c'est des questionnements radicaux sur l'existence. Non, ça c'est le 4e. Questionnements radicaux sur le sens de l'existence. L'impression d'être un boulet pour l'autre, d'être un incapable. Bon, ça je l'ai entendu, mais des milliers de fois chez des milliers de gens.
des préoccupations pour des rituels anciens, la méditation, la lecture des symboles, la réincarnation, la vie après la mort, le bien et le mal, la paix et la communication universelle, les questions de disparition de la planète ou de l'humanité suite au réchauffement climatique, etc. Bon, toutes ces choses-là, dont vous et moi avons la préoccupation, eh bien, c'est un des critères de la psychose ordinaire. Hein. Maintenant, vous êtes au courant. Bien sûr, il nuance en disant c'est quand ces thèmes-là remplissent totalement la vie du sujet et qu'il en est complètement obsédé que c'est un trait de psychose. Mais à partir de quel moment on va décider, on va juger que c'est un intérêt excessif ou que c'est un intérêt normal, entre guillemets, vous voyez que on revient à ces questions qui font appel à un jugement entre le normal et le pathologique. Hein, et ça fait appel au jugement du clinicien. Enfin, le dernier critère, les troubles de la conscience de soi, troubles de l'identité, perplexité, voilà, toutes choses qu'on repère aussi dans la schizophrénie, nous dit-on. Voilà. Donc, on est où? On est dans le domaine de la psychiatrie. Et j'emprunte ces critères, pourtant, à un article que j'ai trouvé sur Internet et qui est publié par donc, Juan Pablo Lucchesi et Fabian Feinschwachs, qui sont des psychanalystes lacaniens de l'école de la cause freudienne. Alors, ces deux auteurs rappellent bien que la psychose ordinaire vient dans la droite ligne de ce que certains ont appelé les borderline, que d'autres ont appelé la psychose blanche, ou encore d'autres ont appelé la prépsychose, la psychose froide. Les Anglais ont appelé ça la personnalité as if, la personnalité comme si. Bon, on voit que des tas d'auteurs et des tas d'écoles dans plein de pays se sont préoccupés de tout ça. Pourquoi? Mais parce que c'est effectivement la réalité de la pratique qui nous amène à toute une frange de flou sur les diagnostics. Moi, je remets complètement en question du coup la notion de structure et la question de diagnostic, mais eux, ils veulent affiner le diagnostic. Vous voyez que c'est deux démarches complètement différentes. Encore une fois, moi j'essaie de trouver la continuité entre tous ces phénomènes et la psyché humaine comme faisant partie de la psyché humaine d'une manière générale, et puis cette façon de vouloir à tout prix traquer ce qui est différent de nous. Bon, ce qu'on retrouve dans la préoccupation autour de la Chine, puisque beaucoup de psychanalystes se préoccupent de la Chine et des Chinois, hein, il y a ceux qui traquent la différence à tout prix, et moi c'est au contraire, je cherche ce qui nous rassemble, ce qui fait que nous sommes tous des humains. Sous des modalités différentes, mais nous sommes tous des humains. Donc ces deux attitudes de recherche différentes. Hein, on voit bien que la subjectivité intervient dans la modalité même de la recherche. Alors parmi les troubles, on dit les troubles du spectre autistique, maintenant on entend ça partout, mais là il parle des troubles du spectre psychotique. Donc on voit bien qu'il y a un spectre, comme un fantôme, qui est tout ce qui est plus ou moins de l'autisme, tout ce qui est plus ou moins de la psychose. Bon, sachant qu'il y a une bagarre aussi entre les psychanalystes et les antipsychanalystes autour de l'autisme, les antipsy disant que non, l'autisme n'est sûrement pas de la psychose, et les autres parlant au contraire d'une psychose, d'une forme de psychose, mais pas tous les psychanalystes. Bref, il y a des débats à n'en plus finir là-dessus, dont personnellement je regarde ça de loin, je suis en train de le regarder avec vous, parce que ça me paraît pas être l'attitude convenable pour être en phase avec la pratique. Alors cette différence de d'attitude, on peut la repérer, les auteurs, là, que je suis en train de commenter,
nous donne ce qu'ils appellent des vignettes cliniques. Ce que j'ai toujours dit, les vignettes cliniques sont toujours là pour démontrer la bonté de la théorie posée d'abord. C'est toujours comme ça. Et donc, on nous parle du cas d'un monsieur R qui fait dans l'humanitaire. Lorsqu'on lui demande pourquoi l'humanitaire, il répond « Parce que pour moi, c'était une évidence. Je passais mon temps à donner de l'argent aux gens dans le métro. Je me suis dit, autant le faire sérieusement. » Donc, vous voyez, c'est l'un des critères dont je parlais plus haut. Le type qui consacre toute sa vie à une idée sur sa position dans le monde. Mais justement, dans l'attitude de la personne qui rédige l'article, il s'agit de trouver un critère. Il ne se pose absolument pas la question de qu'est-ce que ça veut dire l'humanitaire pour ce monsieur. Il pose la question pourquoi l'humanitaire, mais de la réponse, il ne retient que le fait que c'est un critère. Alors qu'on pourrait se demander, moi je me demanderais, j'aurais cette hypothèse dans la tête, est-ce que c'est pas une façon d'essayer de faire une réparation de la castration par exemple. Ça c'est mes subjectivités à moi, parce que je sais que pour moi c'est comme ça. Mais j'essaierai de creuser dans ce sens-là, sans plaquer évidemment la signification que j'ai en tête, mais toujours pareil, en posant des questions. C'est-à-dire qu'à la question « Pourquoi l'humanitaire ?», que j'aurais posée, en effet, je ne me contente pas de cette réponse. Je me suis dit « Autant le faire sérieusement ». C'est là où il voit le critère. Voilà, psychose. Moi, j'essaie de comprendre quel sens j'aurais poussé la personne pour qu'elle essaie de me trouver le sens de cet engagement dans l'humanitaire. Voyez, même chose pour la suite. Ça, c'est pour son engagement dans la société et dans le travail. Pour sa vie familiale, il dit justement que c'est cet engagement dans la vie, c'est pareil qu'avec sa mère, c'est pareil qu'avec les femmes. Elle le maltraite, elle l'insulte, elle s'isole, elle boit. Il ne va pas plus loin, l'auteur ne va pas plus loin que cette histoire-là. Que le type dise avec sa mère, c'est pareil qu'avec les femmes, moi j'entends tout de suite le complexe d'Oedipe. Bon, on me dira encore une fois, oui, tu fais un plaquage. Encore une fois, non. Je formule une hypothèse dans ma tête et j'essaie d'aider la personne à approfondir quel sens lui il donne à ça. Mais chez la personne là, non, ça reste le critère psychiatrique. De psychose. Parce que il y a cette idée toujours que si avec la mère c'est comme avec les femmes, c'est qu'il n'y a pas de complexe d'Oedipe. C'est ça leur présupposé à eux. Et que le père n'a pas pu faire sa fonction et qu'il quelque part il est fort clos. Même si c'est difficile. D'ailleurs, dans les fragments de paroles qu'on nous dit de ce monsieur R, il dit aussi, à propos de sa mère, ce que je viens de dire à propos de sa mère, qu'elle boit, qu'elle frappe, etc. Il ajoute, c'est mon père qui dit cela, car moi je ne me souviens de rien. Mon père m'a amené chez une psychologue qui est restée sans me parler pendant 1 heure en me regardant. Je suis parti presque en courant. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends, c'est que la parole de son père a compté quand même. Son père a divorcé de sa mère, il ne se souvient pas de sa mère, mais il se souvient des paroles de son père relatives à sa mère. Bon, mais je ne peux pas discuter de ce cas en lui-même, c'est pas ça que je suis en train de faire. Je suis en train de discuter la façon dont ces auteurs réagissent et donc nous font part de leur réaction à un cas. On voit qu'ils cherchent, encore une fois, des critères psychiatriques. Alors pareil, pour un monsieur M, qui consulte parce qu'il a des difficultés avec les femmes, eh bien, alors là, c'est le critère imaginaire qui fonctionne à plein. Il a rapporté sa difficulté à se regarder dans la glace. Confronté à son image, il s'injurie lui-même. Il dit être un boulet pour la société. Même s'il occupe un poste important dans une entreprise, il se dit complètement inutile, etc., etc. C'est un discours, nous dit-on, mélancoliforme, un discours psychiatrique.
Ou est-ce des propos clairement mélancoliques? Préoccupation psychiatrique. Hein. Est-ce que c'est mélancoliforme ou clairement mélancolique? Hein. Mais moi j'aurais posé la question, là elle n'est même pas posée, mais d'où vous vient cette mauvaise appréciation de vous-même? J'ai entendu ça des centaines de fois dans ma carrière. Hein. Et à chaque fois la réponse tombe tout de suite. C'est mon père ou ma mère qui me disait que je valais rien, que j'étais nul, que j'y arriverais jamais, etc., etc. Et ça, c'est un soulagement. Chaque fois que la personne, justement, fait un petit décalage et comprend que son surmoi, qui existe parfaitement, qui est parfaitement symbolisé, qui est simplement un peu excessif. Excessif pourquoi? Parce que c'est la reprise des paroles d'un parent. Hein. Et ça, c'est absolument pas abordé ici. Hein. On se pose la question, est-ce de la mélancolie ou est-ce seulement mélancoliforme? Hein. On est vraiment chez les psychiatres. Alors, par exemple, encore, un autre cas, Mademoiselle G se présente elle-même dans une position sacrificielle, nous dit-on. Elle escamote toujours son désir au profit des autres, plus particulièrement les membres de sa famille, auxquels elle donnait jusqu'à pas longtemps tout son salaire. Elle n'existe qu'en fonction des autres. Alors, si on regarde de près, ce propos, nous dit-on, a peu de choses à voir avec le dévouement hystérique. Ah, il existe un dévouement hystérique, j'ai pas assez lu. Le bénéfice, nous dit-on, que Mademoiselle G tire de cette position est plus existentiel que phallique. Et si jamais elle se trouve débranchée de ce circuit, elle est profondément perplexe, perdue, sans repère. On voit qu'il y a tout de suite la comparaison qui vient entre l'hystérie et cette position dite sacrificielle. Là, on nous dit d'emblée, bah non, c'est pas hystérique, c'est psychotique. Mais on voit que le souci diagnostique, encore une fois, on voit à quel point ce souci diagnostique empêche de se poser la question de, nom de Dieu, mais enfin, pourquoi cette position sacrificielle? Ça vient d'où dans votre enfance? Ça vient de quelles paroles que vous avez entendues à votre propre propos? Qui vous a mis dans cette place de position sacrificielle? Ça serait ça, moi, les questions que j'aurais posées. Parce que moi, je ne me préoccupe pas de savoir si c'est de l'hystérie ou de la psychose. J'en ai rien à cirer. Hein? C'est vraiment là la différence. Les auteurs concluent en disant « Nous ne pensons pas que la psychose ordinaire soit une pathologie intermédiaire entre psychose et névrose, mais bien plutôt une différenciation clinique à l'intérieur même des troubles psychotiques. » Voilà, c'est clair. Comme le montrent les vignettes présentées, qui sont présentées effectivement pour bien montrer qu'il s'agit de psychose et pas de névrose, de psychose non déclenchée, psychose froide, psychose sans délire, on l'appellera comme on veut. Hein. Dans la mesure, nous disent-ils, où rien ne permet d'évoquer à notre avis ni la névrose, ni le refoulement au sens freudien. C'est vraiment leur point de vue qui est projeté dans le récit des cas, parce que pourquoi ne verrait-on pas dans cette position dite sacrificielle de la Mademoiselle G effectivement un effet du refoulement du surmoi, elle ne sait plus d'où ça vient, et il faudrait l'aider à le retrouver, et refoulement de son propre désir au profit du désir des autres. Pourquoi est-ce qu'ils en viennent à dire qu'il n'y a pas de refoulement, nom de Dieu? Ça me paraît vraiment... voilà, c'est les errements qu'amène cette position de vouloir à tout prix faire un diagnostic. Alors ensuite, les auteurs essaient de déterminer en quoi c'est différent, la psychose ordinaire, de la psychose blanche proposée par André Green. Mais ça leur paraît assez proche de la psychose ordinaire, mais ils trouvent que la psychose blanche pêche parce que il y a les mêmes insuffisances que la notion de prépsychose chez d'autres auteurs. Elle ne prend pas en compte ce que la structure psychotique hors déclenchement possède de plus spécifique, à savoir des modes de compensation et de suppléance. Voilà, ça on retrouve le vocabulaire de Lacan, parce qu'une psychose qui ne délire pas, c'est une psychose compensée, et c'est pour ça qu'ils ont tous peur effroyablement de la décompensation, hein, un oboroméen qui ne tient pas, mais ça peut être réparé par un
quatrième rond qui fait tenir. Ça, c'est le travail de Lacan dans Le Saint-Homme. J'y reviendrai dans une vidéo que je consacrerai spécialement à ça, parce que ça mérite toute une vidéo. Donc il y a de la compensation, mais est-ce qu'on nous parle de la sexualité, du désir, des dires du sujet? On reste au dire du sujet en tant qu'ils viennent illustrer le critère. Hein, c'est-à-dire le critère, on est dans l'imaginaire, on est dans la dépersonnalisation, on est dans les phénomènes corporels, etc., etc. Les psychoses froides, nous dit-on, sont attribuées à Kestenberg. Bon, mais ça serait plutôt ces psychoses froides du côté de certaines hystéries graves ou troubles anorexiques, hein, voilà, ou perverses, ou psychopathie. C'est plutôt ça que la psychose. Alors vous voyez, le débat entre auteurs, c'est ça. C'est-à-dire qu'eux, ils ont tort parce qu'ils tirent ces phénomènes que nous appelons psychoses ordinaires, ils les tirent plutôt du côté de la psychopathie, des hystéries graves, etc. Ce qui me fait penser que Jean-Claude Malval, dont j'avais étudié la psychose hystérique à l'époque où Lacan était encore vivant, eh bien là, j'ai vu des articles de lui dans ma recherche. Hein. Apparemment, il a complètement abandonné sa psychose hystérique. Il s'est rangé du côté de la psychose ordinaire de Jacques-Alain Miller. Hein. Comme quoi, le successeur du prophète est devenu prophète à son tour. On se soumet à sa théorie et tout ce qu'il a fait avant sur la psychose hystérique, ce n'est cité nulle part. Pourtant, c'était une première tentative, dans le champ lacanien, de rendre compte, justement, de toutes ces difficultés qu'il y a à faire un diagnostic. Alors, il y a un truc marrant que j'ai quand même retenu de tous ces articles. Là, on nous dit que, à travers l'examen de ces vignettes cliniques, il y a aussi la présence d'un discours pré-réflexif qui se soutient du registre imaginaire en sus, le sujet de l'énonciation y est l'idée. Ah, vous savez, le sujet de l'énonciation et l'idée, c'est celui qui dit « je », celui qui parle en son nom propre. Ce que je suis en train de faire en vous expliquant quelle est ma subjectivité par rapport à l'analyse que je fais de tous ces textes et de la position que je prends quand j'écoute des gens. Eh bien, dans la psychose ordinaire, le sujet était l'idée. C'est incroyable parce que chez la plupart des gens, le sujet était l'idée. Les gens qui parlent je, vous n'en trouvez que très 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 rarement. Les gens disent on. Les gens reprennent des idées qui circulent, effectivement, sur l'écologie, le réchauffement climatique, l'injustice, la pauvreté, l'immigration, blabla. Hein. On reprend les paroles des journalistes, en général, et en se situant, ou des hommes politiques, en se situant à droite, à gauche, au milieu, au centre, à l'envers, comme vous voulez. Il y a très peu de jeu dans les discours sociaux. Hein. Ça... c'est quasiment, et l'idée tout le temps, là, vous voyez, c'est un signe de psychose. Et ce qu'il y a de plus marrant, c'est que dans tous ces articles, il n'y a jamais le je de l'auteur. Il ne dit jamais je. Il critique les autres auteurs, mais en tant qu'eux-mêmes, les deux auteurs, là, mais d'autres auteurs que j'ai lus aussi, j'ai pris cet article comme référence parce qu'il résume bien le propos, mais j'en ai lu un paquet pour arriver à faire cette vidéo, c'est toujours des articles sans auteur. C'est le nous universitaire qui parle, comme il est d'usage de faire dans une thèse. Il n'y a jamais de jeu. Donc il tombe sous le critère qu'il repère de la psychose ordinaire. De même, ce qu'ils appellent ce discours pré-réflexif,
Ils nous disent que ça veut dire, pré-réflexif, ça veut dire que le sujet n'a pas besoin de s'expliquer. Tout apparaît comme une évidence. Or, justement, dans tous ces articles, on y discute du diagnostic, mais on ne discute absolument pas de cette évidence qu'il faut faire un diagnostic. Ça, cette évidence-là est indiscutable. Ça apparaît effectivement comme une évidence. Donc là aussi, les auteurs tombent sous le coup de leurs propres critères de psychose ordinaire. Pour reprendre l'histoire du type qui s'imaginait comme étant un déchet, un boulet pour la société, etc., ils disent « L'identification au déchet et l'attrait du non-être surgissent comme une conséquence de la panne d'autres identifications imaginaires mobilisables pour parer à la carence d'un idéal du moi. » Voilà, la carence d'un idéal du moi. C'est plus la forclusion du père, c'est la carence d'un idéal du moi. Mais c'est un handicap. Et il le pose comme ça. On est vraiment dans la médecine. Et ils ajoutent que ce défaut des identifications imaginaires permettrait, c'est ces identifications imaginaires manquantes qui lui permettraient d'articuler des identifications symboliques. Vous voyez, on est toujours dans cette même idée, la boîte à chaussures de l'imaginaire, la boîte à chaussures du symbolique, et quand il n'y en a pas assez dans l'un, il y en a trop dans l'autre, etc. Mais c'est autocontradictoire, puisqu'on nous dit d'un côté qu'ils sont trop dans l'imaginaire, et que là, parce qu'il n'y a pas assez d'imaginaire, il n'y a pas assez de symbolique. Faut quand même avoir un peu de discernement pour se rendre compte que quand on examine leur logique, il y a une logique qui ne tient pas, qui à un moment se révèle autocontradictoire. Parce que pour moi, la notion d'identification tient le coup, bien entendu. Je m'identifie à mon père et à ma mère, à minima. Heureusement que je trouve aussi d'autres types d'identification. Mais enfin, à la base, il y a de ça. Mais une identification imaginaire est toujours symbolique. L'image sert à symboliser. C'est comme ça que je vois les choses, moi. Et pas du tout deux entités séparées. L'un ne va jamais sans l'autre. Alors, c'est souvent dans ces articles que revient que, puisque je parle des gens qui se sentent, qui disent « je suis vide, je suis nul », je suis un boulet, etc. Ce ton dépressif qui fait penser à la mélancolie, nous disent-ils, toujours les références des catégories psychiatriques, eh bien, ça donne l'idée d'un possible passage à l'acte suicidaire. Et c'est pour ça qu'ils ont très peur, tous ces gens-là, ils ont peur de la décompensation et du passage à l'acte suicidaire, ce qui les amène à prescrire médicaments et hospitalisation. Ils savent à l'avance pour les autres. J'entends bien qu'on peut se préoccuper de quelqu'un qui a l'air suicidaire, mais on peut se préoccuper en l'écoutant, pas en sachant à l'avance, parce que personne, là, dans les vignettes cliniques qu'ils nous disent, personne ne dit « je pense au suicide ». C'est le psychanalyste, là, enfin, soi-disant psychanalyste, qui pense à sa place en disant « oh là là, il est tellement triste qu'il va sûrement se suicider ». Moi, c'est des idées qui ne me viennent pas à l'idée. C'est ma subjectivité à moi. Quand la personne le dit, ok. Mais justement, quand une personne me le dit, j'essaie de ne pas être affolé par la chose, pour entendre ce qu'il y a derrière. Gratter un peu, entendre les raisons de la personne, et la ramener sur des souvenirs d'enfance où aurait pu être mis en germe cette idée suicidaire.
Voilà, la conclusion de cet article, c'est que le diagnostic permet d'orienter la cure, notamment dans le suivi psychothérapeutique, car nous avons intérêt à connaître la stratégie à adopter dans le transfert, ainsi que les différentes interventions du thérapeute. Reconnaître des formes particulières de psychose permet de respecter certaines compensations imaginaires mises en place par les sujets pour parer à la carence d'une symbolisation. Voilà encore une fois la carence. Ce qui, à mon avis, est une erreur. Ce n'est pas du tout une carence de symbolisation, c'est un refoulement très fort qui renvoie dans l'extérieur ce qui aurait peut-être dû rester à l'intérieur. Au niveau de la pratique, l'écoute est biaisée par le souci diagnostique, et au niveau de la théorie est biaisée par une mauvaise idée de ce que sont l'imaginaire et le symbolique. En restant toujours dans cette idée de Lacan qu'il y a une forclusion du symbolique. Les choses reviennent dans le réel parce qu'elles ne sont pas symbolisées. Carence du symbolique, disent-ils. Ce qui est vraiment une erreur, à mon avis, c'est pas ça du tout. Là, on a vu les dégâts que cause le simple fait d'avoir en tête l'idée qu'il faut faire un diagnostic, mais le pire c'est ensuite que le diagnostic oriente la cure. Là ils ne nous en disent mot, mais dans d'autres articles, j'ai entendu ce que j'ai entendu toute ma carrière en fait pour les psychoses. D'ailleurs là ils l'étendent à la psychose ordinaire, c'est-à-dire à toute une frange de gens qui ne délirent pas, mais dont on va décider qu'ils sont psychotiques et qu'on va traiter comme des psychotiques. C'est-à-dire on ne pousse pas les questions, justement, pour savoir d'où ça vient, pour resituer dans l'histoire du sujet. On ne demande surtout pas des rêves, parce que tout ça risquerait de faire décompenser le sujet. Il risquerait de se mettre à délirer, parce qu'on sait, et c'est là le problème, on sait, on croit savoir, que, étant psychotique, il y a un délire qui est là comme une bête au fond d'une caverne qui risque de sortir si jamais on gratte un peu trop avec des questions ou si on écoute un peu trop avec un esprit un peu psychanalytique justement, c'est-à-dire pas un esprit psychiatrique. Et ça donne de ces soi-disant psychothérapies où justement on écoute la personne mais on la ramène à des questions sur le quotidien. Je l'ai entendu précisément par des personnes que je connais qui sont en analyse. Ces personnes sont assez intelligentes pour avoir remarqué que tiens, mon analyste me traite comme une psychose ordinaire parce que dès que je raconte un rêve ou un truc de mon enfance, elle m'interrompt, c'est une analyste femme, pour me ramener à une question du quotidien. Comment ça va? Qu'est-ce que vous avez mangé à midi? Enfin, des conneries de ce genre. Donc, le rôle de l'analyste, là, c'est d'empêcher la psychanalyse. Parce que la psychanalyse ferait décompenser. Je trouve ça d'une aberration effroyable. Voilà où en est venue la psychanalyse dans la suite des élaborations lacaniennes. La psychanalyse de l'école de la cause freudienne, qui est, je le rappelle, l'école qui rassemble le plus de membres dans le monde, des centaines de milliers. Mais l'ALI, qui est l'association rivale, rassemble aussi des centaines de milliers de personnes dans le monde et est tout aussi psychiatrique. Même si eux, ils parlent pas de psychose ordinaire, surtout pas, parce que ça, c'est le mot de Jacques-Alain Miller, et qui sont les adversaires de Jacques-Alain Miller, mais ils sont aussi dans la préoccupation diagnostique et dans la psychothérapie qui serait dépendante d'une stratégie dépendante elle-même du bon diagnostic, parce que comme on voit là, ils sont pas d'accord entre eux, entre différents auteurs, situé versant de la psychose, versant de l'hystérie grave, de la mélancolie, toutes ces discussions, qui sont des discussions de psychiatres, qui ont, semble-t-il, complètement oublié que la psychanalyse, c'est autre chose. Tiens, puisque j'y pense, cette histoire de ne plus arriver à dire quelque chose, avec des phrases qui tournent en rond sans parvenir à boucler un signifié, que j'ai repéré chez de nombreuses personnes, je me demande si ce n'est pas la même chose que ce qui m'arrive, par exemple dans le rêve dont j'ai parlé tout à l'heure, où je ne trouve pas de feuille de papier pour écrire. C'est la même chose, ne pas trouver à formuler un signifié ou ne pas trouver de quoi écrire.
Il n'y a pas de signification possible à cet endroit-là, c'est du réel. Bon, eh bien il est possible qu'effectivement, parfois, le réel surgisse dans la réalité par cette manifestation d'une difficulté à dire quelque chose. Et je pense que ça peut arriver à tout le monde. En tout cas, moi, ça m'arrive dans mes rêves, donc je comprends que ça puisse arriver à d'autres dans leurs paroles de la réalité. Là encore, je vois une continuité, et non pas une différence fondamentale de structure. Alors, Éric Laurent, lui, il est dans l'idée inverse, c'est que le médicament permet la psychothérapie. Bon, ce dont je n'ai jamais été témoin personnellement, mais c'est ma subjectivité, puisque moi je ne donne pas de médicaments. Je n'ai pas tendance à trouver l'effet des médicaments positif. Mais quelqu'un qui donne des médicaments, il le donne dans l'idée d'obtenir un résultat positif. Et donc, il pense qu'il va avoir des résultats positifs. Effectivement, il en a, soit parce que sa subjectivité lui dicte de voir les choses ainsi, soit parce que le patient lui-même, comme certains me l'ont raconté, n'ose plus lui parler de son délire, de peur de ne pas être, d'avoir une prescription supplémentaire ou de ne pas être autorisé à sortir de l'hôpital. C'est ce qui se passe quand on a le pouvoir de prescrire ou le pouvoir d'interner ou de laisser sortir. Ça joue énormément sur la façon de voir les choses. Quand on n'a aucun pouvoir, et en plus, moi, comme je dis, aucun savoir, on écoute les gens d'une façon totalement différente. Hein. Donc, Éric Laurent conseille, enfin, lui en tout cas, prescrit des médicaments, et l'intervieweur, qui est Jacques Munier, lui dit traditionnellement la psychanalyse recommandait de ne pas trop écouter le psychotique et de faire parler le névrosé. Voilà, c'est le contraire que j'ai fait toute ma carrière, et puis heureusement, parce que comme ça, j'ai permis à des gens de tenir sans médicaments pendant des années. Ceux du moins qui ont réussi à sortir de cette idéologie médicale pour enfin accepter d'être eux-mêmes, et non pas modifiés par des molécules. Et bon, vous voyez que c'est bien le truc là, hein. Le psychotique, il ne faut pas l'écouter. Préoccupation psychiatrique première. Pour moi, là, c'est la préoccupation psychanalytique qui est la première. Et la préoccupation psychanalytique, c'est d'écouter les gens. Et Éric Laurent, de répondre à cette question, eh bien, la psychanalyse recommandait de ne pas se laisser emporter par le délire. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait toute ma carrière. Je me suis laissé emporter par le délire, comme je me laisse emporter par un rêve, parce que c'est comme ça qu'on peut le comprendre, le délire. Sinon, si on le met à distance, au prétexte que c'est un délire, c'est foutu. On ne se met pas dans la position nécessaire à le comprendre, à comprendre ce sujet, qui essaie de nous dire quelque chose à travers son délire. Hein ? J'y reviendrai d'une manière très précise en revenant sur ma thèse et l'ensemble de mes écrits précédents. C'est le projet pour les vidéos qui viennent. Éric Laurent fait référence à une histoire qui est arrivée à Jung en 1911. Et Jung traite un psychiatre psychotique. Et il dit, d'abord enchanté du rendement du traitement, il s'épuise rapidement et finit par écrire à Freud « Je n'arrive plus à l'arrêter ». Il n'a plus le pouvoir de mettre une limite à la production hyperbolique qui s'est imposée à lui. Et oui, mais parce que l'idée première, c'est il faut mettre une limite. Il faut arrêter. Hein ? J'ai déjà fait plein de vidéos sur cette idéologie de la censure, idéologie du coup d'arrêt, du point de capiton, du nom du père, qui doit trancher, arrêter, etc. C'est une idéologie qui finit par modifier le point de vue. Hein ? Mon point de vue à moi, c'est au contraire de laisser aller cette production hyperbolique, parce qu'elle est, elle est utile. Elle permet à la personne d'exister en tant que sujet. Un sujet délirant, certes, mais sujet quand même. Voilà, Éric Laurent conçoit que ce sont surtout les psychiatres qui reçoivent les dits psychotiques,
et que le psychanalyste dans son cabinet est plutôt confronté à la psychose ordinaire. Donc il adhère à ce concept de psychose ordinaire. Mais il dit, de toute façon, névrose et psychose doivent toujours être distingués comme deux pôles tout à fait fondamentaux. Bon, psychiatre qui parle, psychanalyste, je sais pas où il est. Un peu plus loin, Éric Laurent revient sur Lacan en nous disant « Le programme de travail de Lacan a consisté alors à saisir un inconscient à partir du champ des psychoses, qui est un champ beaucoup plus vaste. » Et il précise « C'est un inconscient dont le ciel n'est pas couvert par ce que Freud appelait le complexe d'Oedipe. » Préjugé complètement faux. J'en ai donné des exemples. L'Oedipe est parfaitement présent partout. Simplement, il est traité sous des modalités différentes. Mais cette idée de la forclusion du nom du père est toujours là. Forclusion du nom du père veut dire il n'y a pas de père, donc il n'y a pas d'Oedipe. C'est-à-dire fusion avec la mère. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et moi, j'ai entendu l'Oedipe partout. Mais c'est sûr que quand on a l'esprit obscurci par l'idée du diagnostic, l'idée d'Oedipe, elle a du mal à arriver. Parce que elle est refoulée. Elle est refoulée soit dans le dedans, soit dans le dehors. Et pour certaines personnes, c'est tantôt dedans, tantôt dehors. Mais c'est toujours là. Et donc ne pas avoir vu ça, c'est là où on voit les dégâts de la stratégie diagnostique. Voilà. Le nom du père, dit Éric Laurent, il fait point d'arrêt, point de capiton. Or, c'est justement ce point-là qui n'existe pas dans les psychoses. Voilà, c'est radical. J'avais à parler de mon Abdel, dont le père lui avait dit « Tu arrêtes, tu coupes tes cheveux, tu rases ta barbe et tu te calmes. » Et cette parole avait immensément porté, puisqu'il avait immédiatement obtempéré en cessant de venir à ses séances avec moi. C'est la démonstration claire de l'inverse. Voilà un type qui est dans ce qu'on peut appeler une psychose, mais dont la parole du père met un point d'arrêt, justement, très facilement. Contrairement à ce que dit Jung, dans l'exemple évoqué par Éric Lacan, où il ne peut pas arrêter ce psychiatre psychotique, paraît-il. Donc là, c'est pas moi qui l'ai arrêté, c'est son père. C'est encore mieux, mais bien plus démonstratif. Il y a un échange intéressant là dans la suite de cette interview d'Éric Laurent. Il dit qu'il conserve le terme de psychose, nous le conservons, nous les psychanalystes sous-entendu, car c'est l'héritage de la clinique psychiatrique classique d'avant le médicament, celle dont les praticiens, les élèves mais aussi les maîtres, s'intéressaient aux déclarations du sujet. Ah d'accord, voilà, dans la psychiatrie classique on s'intéressait aux déclarations du sujet, sous-entendu maintenant on s'y intéresse plus, en effet ça risquerait de faire décompenser. Alors l'intervieweur, Jacques Munier, lui dit « Ben oui, on les notait scrupuleusement, on les interprétait. » Et Éric Laurent répond « Bien entendu, on les notait pour savoir comment se repérer. » Se repérer dans le diagnostic. C'est bien de ça dont il est question. Pas d'entendre. On pensait entendre ainsi un réel de la maladie à partir des déclarations du patient. Tandis que la psychiatrie actuelle se consacre plutôt en silence à la recherche d'un test biologique qui permettrait de séparer les affections. Voilà, là il se sépare, il pense se séparer des psychiatres, mais par une déclaration d'intention, parce que dans l'idée, il est toujours dans la logique psychiatrique. La conversation dérive ensuite vers la quantité de psychose. Il semblerait qu'il y ait plus de psychose aujourd'hui. Bon, oui, mais enfin, ça dépend encore une fois du point de vue qu'on a. Et si effectivement on a un point de vue diagnostique, on peut avoir tendance à trouver plus de psychose, surtout que depuis l'invention de la psychose ordinaire. Maintenant, on traque le moindre signe qui pourrait laisser penser à une psychose ordinaire. Donc, on en voit plus. À partir du moment où on les cherche, on les trouve. Et puis, de toute façon, qui peut faire une quantification ? À part justement les hôpitaux qui demandent rigoureusement à chaque clinicien de mettre dans des cases précises en fonction du DSM ou de la CIM-10 tout entretien avec tous les patients. Là, ils font des statistiques. Bon,
Mais ça dépend aussi de comment le clinicien met ses petites croix dans les petites cases. Un peu plus loin, Éric Laurent nous indique comment il traduit les concepts d'imaginaire, de symbolique et de réel. Il dit « l'imaginaire c'est le corps, le symbolique ce sont les mots que l'on dit, le réel ce sont les effets qu'a la jouissance sur le corps, les événements qui traversent ce corps pris dans une substance jouissante. » J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Pour moi, c'est pas du tout ça. L'imaginaire, c'est pas seulement le corps. Le corps, il est aussi symbolique. S'il n'était pas symbolisé, il serait pas imaginaire. S'il n'était pas imaginaire, il serait pas symbolisé. Le symbolique, ce sont les mots que l'on dit, oui, dans la mesure où ces mots sont reliés à une image. Les mots tout seuls ne représentent rien du tout. Par exemple, pour le corps, si je parle de mon pied, de mon œil, etc., j'ai le mot, mais j'ai aussi l'image. Si je n'ai pas l'un, je n'ai pas l'autre. Ça marche pas comme ça. Hein, cette façon encore une fois, de mettre une frontière effroyable entre l'imaginaire et le symbolique est terrible. Quant à son réel, les effets qu'a la jouissance sur le corps, j'avoue que j'y comprends rien. Je n'ai jamais rien compris à cette notion de jouissance qui est extraite par Lacan du vocabulaire juridique, jouissance d'un objet. Et je vois pas ce que ça vient faire avec le réel. En tout cas, c'est pas du tout mon expérience du réel. Je vous renvoie aux vidéos auxquelles j'ai parlé du réel, ou au rêve dont j'ai parlé tout à l'heure, où je donne une rencontre précise, une description précise d'une rencontre avec le réel. Hein. Effet de la jouissance sur le corps, je sais absolument pas ce que ça veut dire. Donc effectivement, quand on a une théorie comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire dans la réalité de la clinique. Et effectivement, il dit que c'est grâce à cette théorie, telle que lui, il l'a décrit là, qu'il peut faire ces gradations entre névrose et psychose en passant par la psychose ordinaire. Voilà, et il termine cet entretien en revenant à la question de la forclusion du nom du Père, en disant que le rapport à la langue est dénudé dans la psychose. C'est-à-dire que c'est une variante du ciel ouvert que Freud avait établi. Il n'y a plus de paravent, il n'y a plus les couvertures, il n'y a plus des assurances qui donnaient le fait que les mots veulent dire une chose, puisque, en dernière instance, le Père l'a dit dans ses déclinaisons du nom du Père et de la tradition. Voilà. Alors, il n'y a plus de paravent, il n'y a plus de couverture, c'est un préjugé. C'est ce préjugé qui fait que quand ils n'entendent pas l'Oedipe ou la castration, dont il n'est jamais question dans tous ces articles, hein, moi je l'entends partout, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, ils disent qu'il n'y a pas de couverture, donc ils ne cherchent pas en dessous, parce que leur préjugé leur dit qu'il n'y a pas de couverture. Hein, il n'y a pas de refoulement, donc tout est à ciel ouvert, donc si les gens ne parlent pas d'Oedipe, c'est qu'il n'y a pas d'Oedipe. Alors que je sais bien qu'en grattant un peu, on le trouve. Même sans gratter, des fois. Sans gratter, des fois, c'est à ciel ouvert. Je ne sais pas comment ils font pour ne pas l'entendre, même dans les délires à ciel ouvert. Hein. Je suis assez étonné de comment, effectivement, une conception erronée de la psychose, de l'imaginaire, du réel et du symbolique, amène à ne plus entendre les gens. Et surtout cette obnubilation pour le diagnostic qui fait qu'on n'entend plus que ça, au lieu d'entendre ce que disent les gens. Par exemple de leur Oedipe, par exemple de leur castration. Alors, le même Éric Laurent, cette fois dans une intervention à un colloque au Nouvel Hôpital de Navarre, le 4 avril 2013, s'interroge sur la psychiatrie au XXIe siècle. Et il nous donne des éléments extrêmement intéressants. Par exemple, l'inflation du nombre des autistes dans la population générale, venue du fait que tout simplement les critères changent. Et que autrefois on ne s'intéressait pas aux autistes, maintenant on s'y intéresse. Donc c'est passé de 1 sur 85 dans la population générale à actuellement 1 sur 50. Ça fait beaucoup. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'une équipe de recherche anglaise de psychiatres femmes a sorti une étude dans laquelle elles disent que les autistes, les enfants autistes filles sont sous-diagnostiqués. Pourquoi ? Parce que c'est un effet du machisme, disent-elles.
qu'autrefois tous les psychiatres étaient des hommes, maintenant il y a de plus en plus de psychiatres femmes, et elles revendiquent au nom du féminisme qu'il faut qu'il y ait plus d'autistes filles, tout simplement. Donc elles en trouvent. Et parce qu'effectivement, il est de notoriété publique, comme ça, dans le jargon psychiatrique, qu'il y a 4 fois plus d'enfants autistes garçons que d'enfants autistes filles. C'était un préjugé admis. Vous voyez que quand on regarde les choses avec un préjugé féministe, eh bien, cette proportion change et revient à du 50-50. Rien que ça devrait interroger quand même sur qu'est-ce que c'est que cette idée de diagnostic. On voit bien que c'est le point de vue là qui fabrique le diagnostic et non pas le phénomène comme tel. Il y a toujours un point de vue sur les phénomènes, bien sûr. Mais quand on voit à quel point de vue, à quel niveau les points de vue sont importants dans le domaine de la psychiatrie, à quel point la psychiatrie dépend des points de vue, je ne prétends pas faire œuvre complètement scientifique en disant que je me détache de ces points de vue. Je me détache de ces points de vue-là, en effet. Mais je me ramène à cette idée que mon point de vue peut avoir une influence sur les choses. C'est pour ça que je n'hésite pas à parler de mon point de vue, y compris de mon point de vue inconscient. C'est pourquoi je parle de mes rêves. Et d'en tenir compte dans ma relation à l'autre. Au lieu de faire en sorte que comme si c'était mon point de vue n'existait pas et que je vous donne un compte-rendu objectif de ce qui se passe. Je vais terminer par le récit que j'ai lu sur Internet, parce qu'il y a des sites d'entraide entre malades des hôpitaux ou les suivis de la psychiatrie. Et cette personne donne son témoignage en disant que son diagnostic n'a cessé d'osciller entre schizophrénie et psychose maniaco-dépressive. Bon, vous voyez, là aussi, question de point de vue. Elle-même, elle est au courant de son diagnostic et c'est jamais le même. Bon. Ensuite, elle a pris des tonnes de médicaments pendant quelques années et elle dit que le seul résultat de ces médicaments, c'est qu'elle a pris 15 kilos. Parce que pour ce qui est de son état psychique, ça n'a rien changé. Jusqu'à ce que, dit-elle, elle ait trouvé un psychanalyste et où enfin elle a laissé tomber les médicaments et où là, ça va mieux. Elle a perdu 15 kilos et au moins, du point de vue psychique, semble-t-il que ça s'arrange. C'est un témoignage, vous pouvez le trouver aussi sur Internet en vous rendant sur ces sites. Encore une fois, un témoignage de ce que il n'y a pas d'objectivité dans ces histoires diagnostiques. Il y a des phénomènes, c'est certain, mais l'idée de les prendre de la même façon que la médecine ne me semble pas une bonne idée. Alors une dernière petite histoire avant de se quitter pour cet épisode-là. Je vais encore faire un parallèle entre un film et des séries de rêves qui m'arrivent assez souvent. Le film, c'est Le Daim, le dernier film de Quentin Dupieux, avec Jean Dujardin et Adèle Haenel. Jean Dujardin, Georges dans le film, vient de se faire larguer par sa meuf et il roule sur l'autoroute en direction du sud-ouest. Bon, il ne sait pas où il va, visiblement. Et à un moment, dans une station-service, on comprend qu'il enlève sa peau. Il enlève sa peau, pourquoi ? Parce que où est-ce qu'il va ? Il va dans une ferme perdue dans le sud-ouest où il y a un type qui vend une veste en daim. 6300.
6500, 6700, 6900, 7100, 7300, 7500. Putain de bordel. J'ai jamais vu autant de pognon de ma vie. Il manque 200, hein, c'est tout ce que j'ai pu retirer. C'est pas grave. Comme les cow-boys de cinéma, hein, ou comme Johnny Hallyday quand il s'habillait en cow-boy. C'est-à-dire un cow-boy d'opérette, un cow-boy de représentation. Hein. Sa représentation en veston comme tout le monde ne lui va plus. Il se théâtralise, il se met en scène en s'achetant cette veste avec des grandes franges qui pendouillent partout en daim. Et il se met à avoir des dialogues avec sa veste. Sa veste lui parle. Georges. 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 Je bouquine là. Quoi? Tu veux connaître mon rêve le plus cher? Non mais on peut peut-être en parler tout à l'heure, je m'intéresse à ce bouquin là. Non, je vais en parler maintenant. C'est important. Ferme ce bouquin. Je t'écoute. Tu veux connaître mon rêve le plus cher, Georges? Oui, dis-moi. Mon rêve le plus cher, Georges, c'est d'être le seul blouson au monde. Le seul? Oui. Le seul blouson au monde. Je veux qu'on puisse se promener tous les deux dans les rues, sans rencontrer d'autres blousons. Ça tombe bien, ça, parce que... moi, mon rêve le plus cher, c'est d'être la seule personne au monde à porter un blouson. Oh, c'est un peu bizarre, hein. Alors, comment faire? Il commence à demander aux gens, quand il voit des gens avec des blousons, à leur dire, vous pourriez pas enlever votre blouson pour me faire plaisir, là Et puis il invente un truc, qu'il est en train de tourner un film. Ah oui, parce que quand le type lui a vendu la veste en daim, Non seulement vous venez d'acquérir le blouson de vos rêves, mais en bonus, vous recevez ce caméscope numérique quasi neuf. Je l'ai testé il n'y a pas longtemps. Il marche comme s'il sortait de l'usine. et il se met à filmer à peu près n'importe quoi, il y connaît rien, hein. Mais puisque là, il veut être le seul à porter un blouson, il invente ce truc qu'il est en train de tourner un film, et il donne un peu de fric aux gens en leur disant, là on tourne une scène où vous enlevez votre blouson et vous dites, je porterai plus jamais de blouson de ma vie. Alors les types le font, selon les instructions du metteur en scène, ils mettent le blouson dans le coffre de la voiture, et lui à ce moment-là, il se tire avec le blouson dans le coffre. Et quand il en a suffisamment, il va les enterrer d'une tonne de blousons, voilà. Mais ça lui suffit toujours pas. À un moment, il se dit que si les gens ne veulent pas donner leur blouson, il faut qu'ils leur prennent quand même. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas, hein, quand même. Et il se fabrique un espèce de sabre avec une pale de ventilateur, le ventilateur de sa chambre d'hôtel, et il se met à tuer les gens. Mais c'est la même branche, c'est le même corps de métier. Attends, c'est qui ce mec? Salut. Ouais, j'aime pas ça, mec, on fait quoi? Ouais, je sais pas. Vous voulez bien m'aider à réaliser mon rêve?
Yes. Voilà. J'en étais venu à résumer ce film avec ce mot un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Tout le monde connaît ce vers. Il s'est fait larguer par sa meuf. En quelque sorte, il est victime du dédain de sa meuf et donc il s'habille en daim. Et en effet, au fur et à mesure du film, après la veste, ça va être le chapeau en daim, ensuite les bottes de cow-boy en daim, et enfin, pour couronner le tout, un pantalon en daim que lui offre Adèle Haenel, un pantalon en daim avec des franges sur le côté, et vraiment, il ressemble vraiment au cow-boy d'opérette à la fin. Il s'est complètement transformé en daim. Il a changé de peau, pour le moins qu'on puisse dire. Et on peut dire que la perte de sa femme lui a pété son image du corps. Et il se la reconstruit dans un délire et dans une théâtralité. Il fait un film, il se fait filmer en train de tuer des gens parce qu'il a besoin de se fabriquer une image, mais une image dans la réalité du film. Puisqu'il est censé être le metteur en scène de ce film, ce qu'il est en effet, comme moi je suis le metteur en scène de mes rêves. Hein. Et à la fin, malheureusement, il se fait descendre. C'est-à-dire après avoir été le chasseur, le cow-boy, c'est celui qui chasse les bisons et les daims dans la prairie, et à la fin, il se fait descendre par un mec qui voulait se venger. Voilà. De chasseur, il devient chassé. Logique. Ça ressemble à mes rêves, à ces rêves où, non pas je tue des gens, mais je suis encombré par des gens. Moi aussi, dans mes rêves, parfois je voudrais être seul au monde. Non pas apporter une veste en daim, mais être seul au monde. Parce que le rêve, c'est ça. Le sommeil, c'est ça. On se replie sur soi, la libido n'investit plus la réalité, elle se réinvestit sur le corps propre et sur tout ce qui est dans ma mémoire. C'est ce qui fabrique les rêves. Tout ce qui est dans ma mémoire, y compris mes désirs, ce qui peut mettre en scène des désirs. Mais dans ma mémoire, il y a plein de gens, des gens que j'ai rencontrés, et dont je me souviens des fois même plus le visage, parce qu'on en rencontre tout le temps, hein, dans la rue, dans le métro, il y en a plein. Et ces gens m'encombrent. Dans le dernier rêve que j'ai fait de ce type-là, eh bien, parfois, c'est mes parents qui sont les gens qui m'encombrent. Ça, c'est clair. Et ils m'empêchent de faire mon travail d'analyste, en plus. Et là, dans ce rêve-là, je vais chercher des gens dans la salle d'attente, et alors que d'habitude, parce que je prends les gens à l'heure, il n'y a qu'une personne, là, il y en a 4-5. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens? Alors, je choisis l'une des personnes, parce que c'est celle dont je sais qu'elle est là, c'est à cette heure-là, et j'entends des murmures dans la salle d'attente comme quoi je jouerai au prince, celui qui choisit telle personne et qui ne tient pas compte de la loi ou des choses comme ça. Bref, peu m'importe, je prends cette personne parce que c'est son heure. Et je sors dehors, je descends une espèce de pelouse qui est mon jardin, je trouve là encore plein de gens attablés. Des potes qui se sont, mais alors une bonne dizaine, quoi, qui sont venus prendre l'apéro, comme ça, mais comme s'ils étaient dans mon bureau, parce que cet extérieur, qui est sous une forme de pelouse inclinée, cet extérieur, c'est mon bureau, avec un banc en marbre, tout en bas de la pente, où je reçois les gens. Et je dis à ces gens, mais qu'est-ce que vous venez foutre là? Je travaille, quoi. Foutez le camp, laissez-moi travailler. Et les gens sont tout étonnés, on était potes. Voilà. Et j'ai énormément mal à les virer. Donc ce type de rêve me revient souvent. C'est vraiment un rêve typique, comme aurait dit Freud. Quoique ce type-là, il ne l'a pas eu lui. Mais moi, oui. Et je crois que ça arrive à des tas de gens. Je l'ai entendu aussi de la part de mes analysants. Ça témoigne donc de ce retrait narcissique du sommeil, ce retrait dans le rêve. Et c'est la même chose qui arrive à Georges dans le film de Quentin Dupieux. Il est largué par une personne, la seule personne qui comptait visiblement, retrait narcissique sur lui-même. Il se fabrique une nouvelle peau comme en rêve. Mais comme dans mes rêves, il veut être tout seul.
hein. Les autres personnes, ça ne l'intéresse pas. Il ne faut pas que ces gens portent un blouson, comme lui. Hein. Le narcissisme ne supporte pas l'altérité. Voilà. Donc il tue les gens. Alors c'est un peu radical, puisque ça se passe soi-disant dans la réalité, mais en même temps c'est le film qui tourne, et c'est dans le film que tourne Quentin Dupieux. Donc c'est la question de la représentation de moi-même, que je répare dans le sommeil. On dit un sommeil réparateur. Effectivement, je répare mes forces physiques, je répare aussi mes forces psychiques, comme ça, en me repliant sur mon narcissisme, donc en rejetant les autres. Ce qui est pareil dans ce film. Bon, voilà une forme de psychose qui est la même dans mon rêve que celle de Quentin Dupieux, un petit peu moins narcissique, un petit peu moins meurtrière dans mon rêve, mais le film de Dupieux, c'est un film. Hein. On n'a jamais vu des gens comme ça. On a vu des assassins, mais en général, ils tuent 1, 2 personnes, ça va pas plus loin. Même les serial killers, ça va jamais très loin, sauf dans les films. Hein. Et c'est le cas ici, c'est un serial killer, il va très loin, il tue des tas de gens. Mais c'est une façon de théâtraliser, de mettre en scène, je pense, ce que moi je vis dans mes rêves, et que sans doute Quentin Dupieux vit dans ses rêves pour pouvoir produire des films de la sorte, dans lesquels je me reconnais dans une certaine structure de psychose, qui effectivement, traditionnellement, la psychose est décrite comme un repli narcissique. Ce qui, j'ai démenti, parce que ce n'est pas toujours le cas, en tout cas pas à tous les moments. Hein. Le rêve, lui, oui, c'est un vrai repli narcissique. La psychose dans la journée, oui, parfois, à certains moments, ok. Voilà. Check it,